Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce second atelier concernant l'Amérique latine, intitulé Biden et l'Amérique latine, quelle perspective après les élections. Avec moi aujourd'hui comme intervenant, j'ai le plaisir d'accueillir Florent Joallan. Florent Joallan, qui après avoir travaillé en tant que chef de projet organisation des services au département Hauts-de-Seine, a été chargé de mission simplification en faveur des entreprises à la direction générale des entreprises, dans la sous-direction des développements des entreprises. Il est depuis mai 2020 conseiller économique Amérique latine à la direction générale du Trésor, au bureau Asie, Amérique et Océanie, avec une spécificité en zone Mexique, Amérique centrale, pays andins, plateau guyanais. Florent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui à cet événement Big 2021 pour vous présenter ce thème, Joe Biden et l'Amérique latine, quelle perspective après les élections. Alors, ce qu'il faut avoir en tête sur ce sujet-là, c'est tout d'abord le contexte économique qui est particulièrement difficile dans la zone Amérique latine. Je pense qu'il faut bien avoir ça en tête pour comprendre les dynamiques géopolitiques et les relations qui vont se jouer entre les États-Unis et l'Amérique latine. Donc si on revient assez rapidement sur ces conséquences du Covid-19 et ces conséquences économiques, on peut s'apercevoir que les États latino-américains étaient déjà à un niveau de leur croissance qui était en stagnation. On peut le voir sur ce graphique de gauche qui est repris des études du FMI. Et on peut s'apercevoir également que l'année 2020 a été un choc très important dans leur croissance économique, évidemment comme le reste de la planète. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en Amérique latine, on avait des vulnérabilités qui étaient préexistantes, notamment en termes d'éducation, en termes d'inégalité, en termes des problématiques également de tensions sociales qui ont fortement impacté ce sous-continent et qui vont avoir des répercussions à long terme dans la zone. On observe un rebond évidemment en 2021 qui est tiré, on pourra y revenir, par les États-Unis avec le rebond américain. Et ce qui est aussi important dans ce contexte économique qui est particulièrement difficile, c'est l'évolution des dettes publiques, puisque certaines de ces dettes étaient déjà à un niveau très élevé et les interventions des États latino-américains au niveau social, donc pour permettre finalement aux habitants de pouvoir se nourrir, de pouvoir se loger, ont été très importantes, ce qui a augmenté drastiquement les dettes publiques. Et comme je l'évoquais, le niveau des inégalités qui était déjà très important, mais qui s'est accru considérablement. Et on peut constater que, également sanitairement, l'Amérique latine correspond à 8% de la population mondiale, mais paradoxalement correspondait à un tiers des décès causés par le Covid-19. Si on s'intéresse maintenant à la mandature de Joe Biden et qu'est-ce que cela va changer ou ne pas changer, c'est ce que nous allons voir, c'est que tout d'abord on part d'une équipe qui était majoritairement connue, puisqu'on retrouve dans les équipes Joe Biden, donc nouveau président, 46e président des États-Unis depuis janvier 2021, qui était l'ancien vice-président de Barack Obama, qui était, lorsqu'il était vice-président, chargé des sujets de suivi des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, donc il connaît très bien les dossiers latino-américains. Dans son équipe, on retrouve également Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État, qui était ancien conseiller à la sécurité nationale de Barack Obama, donc des figures très connues. On retrouve également Jake Sullivan, qui est aujourd'hui le conseiller sécurité de Joe Biden et qui était son ancien conseiller adjoint lorsque Joe Biden était vice-président. Et on retrouve enfin John Kerry, une figure bien connue qui est bien connue de l'administration américaine, qui est aujourd'hui chargé des questions climatiques et qui était l'ancien secrétaire d'État sous Barack Obama. Donc tout ça, on connaît très bien les équipes. La nouvelle figure, si on veut nuancer ce point-là, c'est évidemment Kamala Harris, la vice-présidente américaine, mais qui a déjà une expérience politique assez longue, ancienne procureure, ancienne sénatrice de Californie, et qui a été chargée, comme l'avait été Joe Biden lorsqu'il était vice-président de Barack Obama. Kamala Harris a été chargée du suivi des relations entre l'Amérique latine et les États-Unis. Donc ça, c'est le premier point de continuité, c'est-à-dire qu'on a des figures bien connues qui sont déjà investies sur ces questions de relations avec l'Amérique latine. Le deuxième point de continuité, c'est la diplomatie traditionnelle des Américains
avec cette doctrine America First. Comme le disait Mike Pompeo en 2020, qui résume très bien cette doctrine d'America First, c'est finalement l'idée que l'argent que dépensent les États-Unis et son intervention à l'étranger doit d'abord servir sa politique intérieure et défendre ses valeurs. Ça a été longtemps le cas et je pense que c'est toujours le cas puisque, comme on va le voir par ailleurs, il y a toujours une continuité de la politique des États-Unis. Lorsque les États-Unis interviennent, ils veulent qu'il y ait des retombées sur leur politique intérieure. Et enfin, le dernier point de continuité, c'est finalement la politique des États-Unis en matière de sanctions, à l'écart des trois États qu'on appelle communément la troïka de la tyrannie, c'est-à-dire le Nicaragua, le Venezuela et Cuba. Sur ces trois pays, il y a une continuité totale, pas de rupture avec la mandature de Donald Trump. Sur le Venezuela, les États-Unis affirment régulièrement leur volonté d'avoir une transition politique après Nicolas Maduro, qu'ils puissent dialoguer avec les oppositions. Les sanctions sont maintenues. Sur le Nicaragua, on a également le souhait d'élections justes. Les élections au Nicaragua, je le rappelle, sont en novembre prochain, dans un mois. Nous verrons ce qu'il en est. Et concernant Cuba, on a une continuité des sanctions, donc pas de levée des sanctions depuis l'arrivée de Joe Biden. Contrairement à ce qu'il avait pu annoncer dans son programme, où il avait parlé d'une levée potentielle des sanctions sur Cuba, finalement, on a une continuité totale de la politique de sanctions américaine sur Cuba. Ces points-là sont évidemment à nuancer avec une certaine stratégie qu'on peut observer et qui a été même formulée par Kamala Harris lors de la 51e conférence de Washington en mai 2021. Une vraie stratégie qui s'appuie et qui repose sur le rapprochement avec le voisin étranger. Le voisin étranger, évidemment, directement, c'est le Mexique, le triangle nord de l'Amérique centrale et certains pays de la Caraïbe. On a un véritable rapprochement, mais là, encore une fois, qui est en lien direct avec cette politique américaine du America First, c'est-à-dire que ce rapprochement va servir évidemment les intérêts des États-Unis en matière d'une part migratoire. Pourquoi ? Parce que sur cette question migratoire, les premiers décrets qui ont été pris par le président américain, c'est d'une part l'arrêt de la construction du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique, et d'autre part, le deuxième point important, c'est ces décrets qui ont été pris pour rétablir le statut des migrants mineurs qui étaient temporairement sur le sol américain. Donc ce statut leur a été rétabli à l'arrivée de Joe Biden. Donc d'abord cette question migratoire et ensuite cette question sur les chaînes de valeur qui est extrêmement importante pour les États-Unis, puisque les États-Unis ont rétabli leurs relations avec le Mexique. Ils ont fait en septembre un dialogue économique de haut niveau qui avait été interrompu depuis Barack Obama. Sous la mandature de Donald Trump, il n'y avait eu aucun dialogue économique et Joe Biden a émis ce souhait de pouvoir discuter avec les Mexicains des chaînes de valeur, qui est très important pour les États-Unis, évidemment, parce qu'à la frontière mexicaine, il y a énormément d'industries qui développent notamment dans l'automobile, qui construisent des voitures, mais pas que. Et cette question de la sécurisation des chaînes de valeur et de bénéficier d'un État proche des États-Unis sur lequel les États-Unis peuvent compter pour leur production est très important. Donc ça, c'est le deuxième point qui vient également répondre à cette logique de America First que j'évoquais tout à l'heure. La véritable interrogation qu'on peut se poser dans cette question entre continuité et rupture, c'est la position américaine sur l'Amérique du Sud. On voit évidemment les liens directs qu'il peut y avoir sur l'Amérique centrale. En revanche, sur l'Amérique du Sud, ces questions sont beaucoup plus ténues. Et finalement, on peut se demander pourquoi les États-Unis n'ont pas fait de gestes politiques forts en Amérique du Sud. Personnellement, je pense que c'est en partie dû au renouvellement politique qu'il y a dans la région. Parce que ce renouvellement politique a été très important en début d'année 2021, il va continuer de l'être en 2021, en 2022. On a eu des élections en Équateur, on a eu des élections en Bolivie et au Pérou en début d'année 2021. On aura encore des élections
en 2021 au Chili, en novembre prochain, et on aura également des élections dans 2 États importants, la Colombie et le Brésil, en 2022. Donc ces élections vont permettre en tout cas, c'est ce que l'on pense, de déterminer une nouvelle stratégie des États-Unis avec l'Amérique du Sud, et de pouvoir voir quelles forces politiques sont placées dans ces États-là et comment la stratégie va pouvoir, les États-Unis vont pouvoir user de leur stratégie sur ces États d'Amérique du Sud. Maintenant, intéressons-nous à un deuxième point qui est extrêmement important dans la région, c'est le fait que l'Amérique latine soit au cœur d'un conflit qui est le conflit sino-américain, qui s'exprime de manière très différentes. D'une part en termes d'influence. Évidemment, les États-Unis ont leur précaré historique en Amérique latine. C'est un territoire évidemment qui leur est relié géographiquement. C'est un territoire dans lequel ils ont naturellement une influence et où ils sont généralement écoutés. Pas toujours, mais assez régulièrement. Et face à cela, la Chine a développé sa propre stratégie d'influence avec les nouvelles routes de la soie. C'est une stratégie très intéressante et très importante pour la Chine qu'elle développe à l'international, évidemment en première partie en Asie, mais qu'elle étend dans le reste du monde. Et à l'échelle de l'Amérique latine, l'Asie et la Chine en particulier, avec ces nouvelles routes de la soie, a de très fortes ambitions, des ambitions d'investissement très importants dans les infrastructures et une stratégie plus généralement de rayonnement au-delà des financements que l'on va pouvoir évoquer par la suite. C'est également un terrain d'affrontement au niveau commercial, puisque la Chine est devenue le deuxième partenaire commercial en Amérique latine derrière les États-Unis. La Chine a investi massivement depuis une quinzaine d'années dans plusieurs infrastructures. Elle est arrivée d'abord dans les secteurs extractifs. Elle a développé 90% de ses investissements dans le secteur extractif, puis elle a tendu à se développer dans le secteur des services et dans celui des infrastructures portuaires, des routes, etc. Et on estime aujourd'hui que le secteur extractif ne représente que 50% de ces investissements total. Et la Chine est également, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Chine est également le premier partenaire commercial d'un certain nombre de pays, notamment le Pérou, le Brésil ou le Chili. C'est le premier partenaire commercial de ces pays-là. Et face à cela, les États-Unis, on observe dans les parts de marché un recul de la position des États-Unis sur ces États souvent d'Amérique du Sud. Face à cela, la stratégie des États-Unis a été de développer des accords commerciaux. Alors, il y a énormément d'accords commerciaux avec la région. Le plus récent et celui qu'on a en tête, c'est l'accord TMEC ou USMCA avec le Mexique, qui a permis de renouveler l'accord de l'ALENA qui était un petit peu ancien, qui a permis de rebattre les cartes avec l'Amérique latine. Mais là encore, comme vous le voyez, c'est vraiment un accord commercial qui est plutôt ciblé sur la liaison du marché nord-américain avec le Mexique, qui est un pays de transition vers l'Amérique latine. Cet accord, il était extrêmement important pour les deux parties, donc États-Unis et Mexique. Il y a un troisième parti qui est le Canada, mais on n'évoquera pas aujourd'hui. Et il y a également d'autres accords qui sont aujourd'hui en question. On a notamment l'idée d'un accord avec l'Équateur qui avait été amorcé sous la présidence de Donald Trump. Pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles de cet accord. Et il y avait également cette idée, lorsque Donald Trump était président des États-Unis, d'un accord avec le Brésil qui avait été discuté avec le président Bolsonaro. Pas encore là de nouvelles sur les évolutions de cet accord-là. Mais évidemment, la question des accords commerciaux va être extrêmement importante pour cette stratégie américaine en Amérique latine. Et toujours sur cette question sino-américaine, sur les financements, on observe que sur les 15 dernières années, les banques de développement chinoises ont massivement investi en Amérique latine. Elles ont investi sur les 15 dernières années 140 milliards de dollars, ce qui correspond à des sommes qui sont plus élevées que la CAF, la BID et la Banque mondiale réunies. Donc la Chine a massivement investi.
Et face à cela, les États-Unis ont pour ambition de prêter davantage aux États latino-américains, mais en le faisant différemment. C'est-à-dire que l'objectif des États-Unis aujourd'hui, c'est de prêter. Alors ils ont annoncé leur politique lorsque Joe Biden a été élu du US Citizenship Act of 2021, qui sont 4 milliards de dollars sur 4 ans pour les États latino-américains, à condition que ces financements soient utilisés, et là encore on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à contenir les migrations d'une part, et d'autre part à aller directement aux causes de ces migrations, c'est-à-dire favoriser le développement des populations par l'éducation, par la réduction des pauvretés dans ces pays-là. Ça, c'est véritablement la stratégie américaine. Et ce qui est un peu nouveau dans cette stratégie de financement, c'est que les États-Unis, maintenant, souhaitent financer via le secteur privé et ne plus passer par un financement en souverain, c'est-à-dire aux États directement. Ils pensent qu'en passant par le privé, il y aura plus de chances que, d'une part, ça puisse atteindre les buts escomptés, et d'autre part, que ce sera utilisé d'une meilleure manière, et notamment, peut-être, pourquoi pas, en associant les entreprises américaines à la construction de leurs projets d'infrastructure ou de projets de développement. Sur les investissements stratégiques, là encore très intéressant, puisqu'on a une pénétration de la Chine dans les investissements stratégiques et notamment les investissements d'infrastructures. On a eu plusieurs revers américains et européens sur un certain nombre de projets d'infrastructures, puisque les Chinois sont arrivés en Amérique latine avec déjà des coûts très réduits dans ce qu'ils proposaient sur les infrastructures, et surtout une rapidité d'exécution qui pouvait défier toute concurrence. Donc ils ont réussi à remporter de grands marchés. Pour vous donner un exemple, par exemple le métro de Bogota sera construit par les Chinois. Et sur ces investissements stratégiques, les États-Unis, là encore, dans une logique d'affrontement, ont développé leur propre programme America Crece, donc de financement des infrastructures, qui est ciblé sur un certain nombre de secteurs et qui doit passer par le secteur privé. Le secteur privé, ils espèrent que l'Amérique latine aura recours à des entreprises des États-Unis. Et enfin, en dernier point, sur le plan sanitaire et sur le plan environnemental, là encore, on observe un certain affrontement. Davantage sur le plan sanitaire avec la diplomatie des vaccins. Dès le début de la crise sanitaire, les Chinois sont intervenus massivement un peu sur l'ensemble de la planète en proposant du matériel médical et en proposant également des doses de vaccins qui ont été évidemment acceptées par les États latino-américains. Aujourd'hui, on a un grand nombre de ces États qui sont vaccinés du coup, au vaccin chinois. Et face à cela, les États-Unis ont embrayé un petit peu en retard avec leur dose de vaccin. Là encore, dans une logique d'America First, ils ont d'abord pourvu leur dose de vaccin pour leur population. Et ensuite, ils se sont tournés à l'étranger et notamment vers leurs voisins étrangers avec leur dose de vaccin Pfizer. L'objectif des États-Unis, c'est de donner environ 150 millions de doses de vaccins aux États latino-américains. Et cet objectif-là, il a été notamment réaffirmé à l'occasion des Assemblées générales des Nations Unies il y a 2 semaines. Et également les enjeux climatiques, très importants, notamment pour les États-Unis, un petit peu moins pour la Chine. Avec cet enjeu climatique, on aperçoit que John Kerry, donc, que j'évoquais tout à l'heure, qui est le conseiller climatique de Joe Biden, se déplace régulièrement en Amérique latine et qu'il essaye de convaincre ses interlocuteurs du bien fondé de la transition écologique, du fait de transformer leur modèle économique en un modèle plus durable. Et ces déplacements sont très importants puisque John Kerry, c'est une figure de la politique américaine, et lorsqu'il est reçu au Brésil, par exemple, ou dans d'autres États, évidemment, ça a un poids en termes d'influence sur ces enjeux-là. On voit un petit peu moins les Chinois sur ce secteur-là, mais du coup, ça va être un point très important pour les États-Unis pour faire des leviers, notamment sur des financements ultérieurs. Donc avec tout ce que nous avons pu évoquer, quelles sont finalement les perspectives et quelles sont les hypothèses sur l'évolution des relations entre l'Amérique latine et les États-Unis. On peut voir que dans les prochains mois,
plutôt l'année prochaine, il y aura une échéance qui est très importante, qui est celle des élections à mi-mandat. Ça va être extrêmement important pour Joe Biden en novembre 2022, puisque il y a une communauté latino-américaine qui est évidemment très importante aux États-Unis. Et on pense évidemment à la communauté cubaine qui est très présente en Floride, mais il faut penser également à tous les ressortissants d'Amérique centrale et du Triangle Nord qui sont présents aux États-Unis. Donc forcément, Joe Biden va devoir parler à cette communauté et va devoir trouver des leviers pour attirer ces votes-là et conserver sa majorité au Parlement. Un deuxième sujet qui est très important, ça va être celui des minerais stratégiques. Si on se focalise uniquement sur un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, qui est celui du lithium, on peut s'apercevoir que sur le lithium, il y a pas mal d'États qui ont développé leur propre stratégie. Par exemple, la Bolivie, qui a fait le choix en 2006, depuis l'arrivée d'Evo Morales, d'être indépendant en matière de production, d'extraction, de production de lithium. Le lithium, c'est extrêmement important pour les batteries pour nos voitures électriques. C'est extrêmement important aussi pour les piles à haute capacité ou pour les ordinateurs. Donc on voit que sur ces questions, il y a des États qui développent leur propre stratégie. Le Mexique également a annoncé la semaine dernière que sur le lithium, puisqu'il y a un énorme gisement de lithium au Mexique, il souhaitait ne pas avoir recours à des entreprises privées étrangères, mais uniquement à des entreprises mexicaines ou à la société publique mexicaine. Donc sur ces questions de minerais stratégiques, les Américains vont devoir se positionner. Est-ce qu'ils vont considérer que les États latino-américains doivent coopérer avec eux en formant des partenariats, ou est-ce qu'ils vont plutôt considérer qu'ils vont essayer de candidater sur ces marchés pour essayer de prendre des parts de marché et avoir évidemment des positions sur ces chaînes de valeur avec ces minerais stratégiques. Et enfin, le dernier point, qui est celui des volontés d'émancipation des États latino-américains. On a plusieurs exemples assez récents qui nous montrent que finalement les relations États-Unis-Amérique latine sont assez tendues et qu'on a une volonté de ces États de se détacher de la tutelle historique des États-Unis. D'une part avec le Chili, qui aujourd'hui finalement a assez peu de liens, si ce n'est commerciaux, avec les États-Unis, puisqu'il a un prisme essentiellement tourné vers le Pacifique. Le Chili est membre de l'APEC, il est membre de plusieurs du CTPPP, qui est un nouvel accord commercial au niveau Pacifique. Il est membre également de l'Alliance du Pacifique. Donc il dispose de plusieurs alliances qui lui permettent de ne pas être attaché aux États-Unis en termes commerciaux ou en termes d'influence. Donc c'est ce qu'on observe avec le Chili par exemple. Et avec le Mexique, on a eu il y a 2 semaines le vœu du président mexicain AMLO de s'émanciper de l'OEA, donc l'Organisation des États américains, et de créer une organisation autonome. Et évidemment, lorsqu'il a formulé cette phrase, ça a créé une petite tension avec les États-Unis, puisque l'OEA est la structure régionale dans laquelle les États-Unis sont membres et sur laquelle, évidemment, ils ont un intérêt très important, puisque tous les États quasiment latino-américains font partie de cette organisation. Et c'est une vraie sphère d'influence pour les États-Unis. Et enfin, sur un plan plus commercial, on a un exemple récent donc de la semaine dernière au Pérou, où sur le gisement de gaz Camisea, le Premier ministre péruvien a un peu remis en cause le consortium qui exploite ce gisement et dans lequel figure notamment une entreprise américaine, états-unienne plutôt, ce qui met en péril et ce qui pourrait mettre en péril les investissements états-uniens dans ce pays-là, avec une vraie volonté du Premier ministre péruvien qu'il y ait des retombées économiques de ce gisement pour le Pérou. Donc on peut voir finalement qu'avec tous ces éléments-là, la politique des États-Unis n'est pas complètement fixée. Elle est assez claire en Amérique centrale, mais par contre c'est beaucoup plus compliqué de se faire une idée de cette stratégie au niveau de l'Amérique du Sud. Et évidemment, les échéances politiques qui arrivent
vont permettre de dessiner plus clairement cette stratégie américaine qui est encore en définition. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florent pour votre présentation, excusez-moi, et votre expertise. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question? Oui. D'après votre présentation, on peut penser que la Chine a régulièrement l'avantage sur les États-Unis. Donc, quelle est votre perspective sur la relation avec la Chine et les États-Unis par rapport à cette région en Amérique latine? Qui va prendre le leadership? C'est une question très compliquée parce que finalement, ce qu'on va vraiment observer, c'est une pénétration chinoise très marquée, qui est d'abord passée par du financement, mais qui maintenant se transforme en sorte d'influence avec ce que j'évoquais, les routes de la soie. Et c'est vrai qu'on a observé un certain recul des États-Unis dans pas mal de thématiques, souvent parce qu'ils ont été en retard, notamment j'évoquais tout à l'heure le lithium, ils ont été assez en retard sur leur stratégie lithium, en tout cas dans cette zone latino-américaine. En termes de perspective, je dirais que les Chinois ont leur stratégie claire qui est on va développer les routes de la soie. Il y a 18 États latino-américains qui sont membres des routes de la soie. Leur stratégie est très claire. Au niveau des États-Unis, c'est plus compliqué de percevoir quelle est leur stratégie et comment ils vont réussir à contrer cette influence chinoise, notamment parce que au niveau de l'Amérique du Sud, ils n'ont pas encore défini de stratégie très claire. Les relations sont très tendues avec le Brésil. Sur les questions environnementales évidemment. Il y a des enjeux forts de sécurité avec les pays andins, notamment avec la Colombie, avec les questions de drogue, de trafic de drogue. Donc finalement, il va falloir que les États-Unis définissent une vraie stratégie globale Amérique latine et pas seulement Amérique centrale et voisins étrangers. Et je pense que c'est cette stratégie globale du sous-continent américain qui permettra de contrer la stratégie. Quand je dis contrer, c'est en tout cas de répondre à la stratégie chinoise en la matière. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour l'intervention. Alors, je suis Patricia Couva, avocate franco-péruvienne. Et très intéressant les points sur la volonté des pays un peu de se détacher des États-Unis. Pour le Pérou, il est intéressant de savoir que le Premier ministre Bellido, il a renoncé hier, donc il y a un changement ministériel qui s'est opéré là à peine hier. D'accord. Mais c'est très intéressant parce que justement, c'est la position très radicale qui marquait le nouveau gouvernement péruvien, mettant un peu en cause justement les investissements et la politique de libre marché dans le pays, est en train quelque part de s'assouplir ou de rentrer un peu dans l'ordre, ce que nous espérons tous quelque part. Simplement ça. Tout à fait. En fait, le Pérou va devoir composer effectivement avec cette stratégie et va devoir attirer les investissements, continuer d'attirer les investissements. Effectivement, il y avait eu certaines craintes venant de l'étranger avec cette annonce la semaine dernière du Premier ministre, notamment sur ce gisement que j'évoquais de gaz. Mais effectivement, les Péruviens essayent d'assouplir cette annonce qui avait été faite la semaine dernière et évidemment continuer à attirer les investissements étrangers. Merci beaucoup Florent. Est-ce qu'il y a une dernière question rapidement avant la fin de cet atelier? Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre venue Florent. Merci à vous, merci beaucoup.
Les retransmissions sont en direct sur le site de Big et vous pouvez ensuite les revoir par la suite. Merci beaucoup pour votre venue. Le prochain atelier traitera de l'hydrogène vert au Chili. Merci beaucoup à vous. Merci Florent.